Salut, bienvenue sur Roi de l'Épouvante. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et laisse un commentaire pour dire d'où tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Merci du soutien. On y va. Histoire 1. J'avais 23 ans à l'époque, donc ça devait être autour de 2015. Je venais de prendre mon premier boulot après l'université à Montréal, Québec, quelques jours après avoir emménagé dans mon nouvel appartement du plateau Mont-Royal. J'avais trouvé un petit café chaleureux sur la rue Saint-Denis qui me rappelait la maison. C'était vite devenu mon arrêt quotidien pendant mes jours de congé. Je passais la plupart de mes matins à me shooter au double expresso, en feuilletant le monde sur leur connexion sans fil, jusqu'au matin où je suis arrivé et que la porte était condamnée. Sur la vitre, il y avait un mot, fermé pour cause. Un choc brutal, un coup de froid dans la poitrine. J'ai dû me contenter d'un café infect dans un dépanneur proche et, en pédalant vers le boulot dans l'air vif du Québec, j'ai avalé ce liquide qui goûtait l'égout en regardant mon téléphone chercher un nouveau fournisseur de caféine. J'ai eu de la chance. Il y avait un autre endroit encore plus près de chez moi, le café du coin, sur l'avenue du Mont-Royal, et je me suis promis d'y aller le lendemain. Le lendemain matin, groggy mais curieuse, je suis montée. C'était exactement ce que j'espérais, et même plus. L'atmosphère sentait la laine et le pain grillé, des journaux posés, la presse et le journal de Montréal, et des étagères pleines de livres. Des canapés moelleux, pas ces sièges métalliques qui t'enfoncent les hanches. Pas de musique à te broyer les tympans, juste des chuchotements en français et en anglais, le frottement des tasses, le cliquetis d'une cuillère contre la porcelaine. Je suis tombée amoureuse du lieu sur le champ. J'avais un faible pour leur latte à la vanille, avec un extra shot, et je craignais qu'on ne puisse pas le refaire à l'identique. Ils ont fait mieux que tous ceux que j'avais goûtés. Ça a roulé comme ça la première année, jusqu'à ce qu'un jeune homme n'apparaisse et vienne tout gâcher. Nous étions bien avancés dans 2017 quand une nouvelle tête a surgi derrière le comptoir. Je l'appellerai Stéphane. Le café était devenu ma seconde maison, et tout le monde me connaissait. Marie-Ève, la barista, me saluait toujours avec un sourire qui me chauffait la nuque. Le premier jour, je me suis présenté, et je lui ai dit qu'il me verrait souvent. J'ai été poli, comme je le suis toujours avec les nouveaux. J'ai commencé à remarquer qu'il travaillait certains jours. Alors je lui disais bonjour comme aux autres. Quand il m'a aidé, je le remerciais et je laissais souvent un pourboire en pièces d'$1 et de $2. Je ne sais plus quand ça a commencé à déraper, mais il a dû penser que je flirtais. Il a commencé à envoyer des signes clairs, des regards qui traînaient, des cœurs de mousse en plus sur mon latte. Au bout d'1 mois environ, il m'a demandé mon numéro pendant un après-midi lent. J'ai essayé de le repousser sans le blesser, en disant que j'étais là pour le café. Mais j'ai vu sa déception se dessiner. Avec le recul, j'aurais dû être plus ferme. J'ai appris plus tard qu'il avait dit à un autre employé, Jean-François, que je jouais la difficile, et j'en avais ri. Conne que j'étais. Ça a vite dégénéré. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai fait l'erreur de répondre. C'était lui. Quand je lui ai demandé comment il avait eu mon numéro, il s'est dérobé, marmonnant quelque chose sur une appli de livraison. J'étais nerveuse et je l'ai laissé passer. Il a répété sa théorie folle, que je faisais la difficile. J'ai fini par lui couper la parole. J'ai dit clairement que je n'étais pas intéressé et que je voulais qu'il efface mon numéro tout de suite. Après ça, il n'a plus répondu. Le lendemain matin, il travaillait quand je suis passé. J'ai tout fait pour lui montrer que j'étais furieuse, sans faire de scène.
J'ai dit aux autres employés que maintenant il voyait mon vrai visage et qu'il avait découvert à quel point j'étais moche à l'intérieur. Je n'ai pas été surprise. J'avais entendu des histoires semblables quand une fille rejetait un gars en ville. Je pensais que c'était fini, mais ce n'était qu'un prélude. Les choses sont restées polies un temps. J'ai continué à fréquenter le café presque chaque jour. On évitait de se croiser, lui et moi, l'air tendu, des silences qui laissaient des traces, comme des doigts chauds, sur un verre froid. Puis, un soir glacé à Montréal, il est venu ivre jusqu'à mon appartement, et il a tout ruiné. Nous avions passé presque un mois sans échanger un mot, et il est apparu, sans invitation. Je ne savais même pas qu'il connaissait mon adresse. Je faisais attention à ces choses, surtout en ville, et j'ai supposé qu'il m'avait suivi un après-midi jusqu'au Mile End. Je suis devenue folle de rage. J'ai crié à travers la porte, j'ai hurlé de lui foutre le camp en anglais et en français. Sa voix est revenue étouffée dans le couloir, pleine de bière pas chère achetée à la sac, et il a juré qu'il me tuerait. Le ton, la haine qui vibrionnait dans le bois de la porte, ça m'a glacé le sang. J'ai appelé la Sûreté du Québec. Quand ils sont arrivés, après avoir lutté contre la neige et la ville qui devient blanche, ils l'ont arrêté. J'ai passé la nuit à trembler, le cœur qui tambourinait comme si quelqu'un me serrait la poitrine. Le lendemain, je suis allé directement au café. J'avais un objectif, faire en sorte qu'il perde son job. Mais l'abruti m'avait devancé. J'ai raconté la nuit aux filles au comptoir. Et Sophie m'a dit qu'il avait appelé et démissionné 1 heure plus tôt. Soulagement. Mais ce n'était pas fini pour moi. J'ai pris ma journée et je suis allé au poste local sur la rue Sherbrooke pour porter plainte et demander une ordonnance de protection. La paperasserie a traîné, la bureaucratie au Québec, ça avance comme du sirop d'érable en hiver. Mais je l'ai faite. Après quelques semaines, agacé, j'ai contacté l'agent en charge de mon dossier. L'agent tremblait. Il m'a dit que, peu après sa remise en liberté sous caution, Stéphane avait disparu. Plus de traces, ni adresse de redirection, ni contact chez son propriétaire à Hochelaga. 1 semaine plus tard, on a retrouvé sa voiture, une vieille Pontiac délabrée, garée près du pont Jacques-Cartier, un peu plus loin, vers la rive sud. La sûreté a considéré l'affaire réglée. Pour eux, tout était bouclé. Pour moi, ça n'allait pas. Ça fait maintenant plus de 5 ans que tout ça s'est passé, et je n'ai jamais changé d'idée. Je n'ai jamais eu l'impression que Stéphane se serait ôté la vie. Son corps n'a jamais été trouvé, aucune lettre laissée. D'après ce que j'ai lu et vu avant, un narcissique qui met fin à ses jours laisse souvent une note pour se venger une dernière fois, pour tirer une flèche verbale vers ceux qu'il croit l'avoir blessé. Là, rien. Le trou de silence. Disparaître, si personne ne te cherche vraiment, ce n'est pas sorcier. On peut acheter de faux papiers sur le web sombre si on s'y risque, et il y a des boulots payés en liquide, sur des chantiers ou dans des cuisines, qui donnent de quoi survivre sans poser de questions. Ça peut paraître délirant. Peut-être que j'ai trop regardé de films d'espionnage ou lu trop de récits des quartiers durs de Montréal. J'ai des raisons supplémentaires que je garde pour moi. Et pour l'instant, j'ai décidé de vivre avec l'idée que Stéphane marche parmi nous. Peut-être qu'il attend le bon moment pour frapper. Peut-être qu'il s'est construit une nouvelle peau, un nouveau visage, un voisin dans ton immeuble, très propre sur lui, un silence prudent sur son passé, le genre à siroter un café au lait dans un dépôt tranquille. Peut-être que c'est lui. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai repris ma vie comme avant. J'ai vécu pleinement, ri fort, aimé un peu,
mais je me suis surprise à regarder par-dessus mon épaule. Parfois, quand la nuit tombe tôt et que le vent découpe les trottoirs givrés, mon cœur cogne plus fort et j'entends encore, dans les bruits du dehors, l'écho d'une voix qui promettait la mort. Alors je fais attention. Je verrouille 2 fois. Je note les plaques qui traînent. J'évite de marcher seul tard. C'est ridicule, et pourtant la peur colle. Ça m'a appris que la menace peut être banale dans les gestes qu'on croit anodins. Un sourire trop long, un numéro obtenu sans qu'on s'en aperçoive, une voiture garée qui ne bouge pas. Fais gaffe, regarde autour de toi. Peut-être que ton ennemi porte le visage d'un inconnu charmant au comptoir d'un café. Reste prudent et surtout, ne baisse pas la garde pendant les longues nuits d'hiver au Québec. Je ne sais pas par où commencer. Il faut que j'explique comment j'en suis arrivé là. Ce n'était pas quelque chose que je m'étais imaginé faire. Je n'étais pas un soldat surentraîné, attiré par le combat, pas un dur. Jusqu'alors, je n'avais tiré qu'à quelques reprises en visant des boîtes de conserve, ce genre de conneries. Je vivais pour les bandes dessinées et les jeux vidéo, comme la plupart des gars de mon âge. Au secondaire, j'avais fait partie du club d'échecs et je jouais encore beaucoup en ligne. Quand j'ai commencé le cégep, j'ai attrapé le virus du codage et je m'y suis plongé. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai décroché un emploi chez un petit développeur de jeux à Montréal. Le boulot était plaisant et mes collègues étaient des gens brillants, beaucoup plus intelligents que moi pour être franc. Jusqu'à 2020, j'avais vécu seul depuis quelques années. Cette année-là, tout s'est abattu sur nous. Les confinements, oui, mais aussi le divorce de ma mère et de mon beau-père. Elle en avait assez de ses coups de griffes verbaux et de ses poings. Elle l'a mis dehors. Elle s'est retrouvée à devoir subvenir seule aux besoins de ma mère et de mon frère de 12 ans avec un seul salaire. Contre toute attente, elle s'en sortait. Puis les confinements ont commencé et elle a perdu son emploi. C'était la catastrophe. Dès que je l'ai su, j'ai quitté mon appartement à Laval et je suis parti vivre chez eux. J'ai rapidement vendu ce que je pouvais, mis le reste en garde-meuble. Je ne laisserai pas ma famille se retrouver à la rue, pas avec une peste qui ravageait le monde. Les confinements ont été un mélange d'avantages et de misère. Mon travail n'a pas été trop touché. Tout est passé en télétravail. L'argent économisé a servi pour la nourriture et les factures. Ma mère, qui a toujours adoré les vêtements vintage, a commencé à en revendre sur Etsy et eBay. Au moins, côté finance, on tenait le coup. Le bon n'arrivait jamais sans le mauvais. Mon beau-père n'était que mauvais. Je lui avais conseillé d'obtenir une ordonnance de protection après l'avoir mis dehors, juste au cas où. Mais il a quand même obtenu le droit de voir son fils. Couper le garçon de son père me paraissait injuste. Alors tant qu'il jouait les gentils, je faisais comme si je n'existais pas. Heureusement, les confinements ont pris fin et on a pu reprendre une vie à peu près normale. J'ai recommencé à aller au bureau. Mon frère est retourné à l'école. Ma mère a trouvé un boulot à temps partiel, comme serveuse dans le centre-ville de Montréal. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était un début. Évidemment, il a fallu qu'il gâche tout. Il a découvert où elle travaillait et a commencé à traîner dans le bar. Ma mère avait l'habitude de ces provocations. Elle encaissait. Une soirée, il a trop bu et a craché sa colère. Il a lancé un verre de bière en plein visage de ma mère. Les videurs l'ont expulsé comme une montagne, mais ça n'a servi à rien. Il n'avait pas fini. Il a attendu dehors de notre appartement, ivre, et il a bondi des buissons.
Il lui a tabassé la face jusqu'à ce qu'elle ait réussi à se réfugier dans l'entrée. Moi, je travaillais sur une livraison de dernière minute cette nuit-là. Je n'étais pas là pour voir le début. Si j'avais été présent, les choses auraient peut-être pris fin plus tôt. Je suis arrivé tard l'après-midi suivant, vidé, les yeux qui se fermaient. La seconde où j'ai vu le visage de ma mère, quelque chose a explosé en moi. J'en avais ras-le-bol. Si la Sûreté du Québec ne faisait pas son travail, je le ferais pour eux. Ma mère a vu que j'étais sérieux. Ça l'a effrayée. Je crois qu'elle a imaginé un plan qui n'arrêtait pas la violence, mais évitait que je me perde pour toujours. J'étais sur le point de composer le 911 quand elle m'a demandé d'écouter sa proposition. J'ai hésité, puis je l'ai écoutée. Je comptais quand même appeler, mais elle m'a rappelé que la police était déjà intervenue souvent, soit parce qu'elle refusait de témoigner, soit à cause d'un désintérêt chronique du système. Il s'en était sorti avec une tape sur les doigts. Plutôt que d'appeler à nouveau, elle a dit qu'on devrait partir, aller quelque part où il aurait moins de chances de nous trouver. Les confinements avaient annulé nos raisons de rester. Mon employeur avait été balayé, le district scolaire était en ruine, et il n'y avait plus de raison de rester. Je me suis calmé, j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'elle avait raison. J'avais peut-être le plus à perdre, mais je pouvais travailler à distance. Sinon, mes compétences me trouveraient du travail où qu'on soit. Les préparatifs ont commencé. Ce soir-là, on a chargé tout ce qu'on pouvait dans les voitures. J'ai vu ma mère glisser l'ancien revolver Smith & Wesson de son père dans son sac. Je l'ai regardée, surpris. Elle a fermé le sac sans un mot et a continué à emballer. J'ai gardé ma réaction pour moi. Le lendemain matin, on est parti de bonne heure. On n'a prévenu personne, pas même le gérant de l'immeuble. Ceux qui avaient tant besoin de savoir seraient informés après notre arrivée. Et même eux ne sauraient pas où on s'arrêtait pendant la journée. On n'a fait qu'une pause rapide pour manger. Vers 6 heures du soir, on a décidé de prendre une chambre pour la nuit dans une auberge routière, juste à l'extérieur de la ville de Québec. J'ai commandé des pizzas. On avait fini de manger depuis environ une demi-heure quand ma mère a reçu un message. Je l'ai vue blanchir au point de devenir transparente. Elle est restée bouche bée, figée devant l'écran. J'ai attrapé son téléphone et j'ai lu le message à voix haute. « Tu croyais vraiment que je te laisserais m'enlever mon fils si facilement ?» Mon frère et moi, on s'est regardés, hébétés. On s'est levé d'un bond et on est allé à la fenêtre. J'ai arraché le rideau et balayé du regard le stationnement. J'avais fait la pire chose possible. Il m'a repéré le premier et il a commencé à courir vers la chambre. J'ai refermé le rideau en tirant de toutes mes forces, mais il était déjà trop tard. On n'a pas pu faire autre chose que se figer, le souffle coupé, à attendre son arrivée. Le silence dans la chambre était pire que le bruit. Dehors, ses pas résonnaient plus fort à chaque seconde. Mon cœur a commencé à marteler ma cage thoracique, comme si quelqu'un battait la grosse caisse de mon corps. Un vertige m'a saisi, ce goût métallique qui vous remonte la gorge quand la peur veut vous faire vomir. On a entendu le clapotement de ses bottes se rapprocher pour finir par s'éteindre. Pendant un instant trop long, on a cru être tiré d'affaire. Ma mère s'est avancée à pas de loup vers la porte, a regardé par le judas et a reculé en glissant à nouveau. Puis la porte a explosé. Les gonds ont volé. Mon frère et moi avons tourné la tête et foncé, mais il était déjà sur elle. Elle s'est fait happer sous la porte comme un animal pris dans un piège. Lui l'a attrapée par le col et a commencé à la frapper, encore, comme s'il voulait la déchirer.
Chaque coup envoyait son corps rebondir en arrière, inerte. Mon frère s'est planté là, immobile, implorant son père d'arrêter. Moi, je ne pouvais que regarder, incapable de bouger. Il était énorme, large comme un mur, façonné à la dure par des années de travail manuel. Je n'avais qu'une option, celle que j'avais menacée en colère, mais que je n'avais jamais pensé devoir utiliser. Il allait la tuer. Si je devais agir, il fallait que ce soit maintenant. La décision est venue en bloc, comme une pièce de rouage qui clique. Je me suis dirigé vers le sac de ma mère et j'ai tiré le revolver. Tout était irréel, comme dans un cauchemar où l'on fait des gestes appris ailleurs, tirés sur des canettes. J'ai pressé la détente en 3 mouvements rapides. Le cou a claqué, un déchirement dans mes oreilles et un bourdonnement a envahi ma tête. Il a reculé, planté sur le seuil, comme si le son l'avait frappé. Puis il m'a regardé, les yeux écarquillés, stupéfait. C'était absurde. Je suis encore désorienté quand j'y repense. Je crois qu'il s'était vraiment imaginé pouvoir tuer ma mère, emmener mon frère et partir, comme si la loi ne le rattraperait pas. C'était fou, mais je le pensais sincèrement. J'ai voulu tirer encore, mais il a trébuché et s'est effondré juste à l'extérieur de la porte. J'ai contourné mon frère, qui gisait en boule, en sanglots. J'ai donné un coup de pied au corps du type, il n'a pas bougé. Ma mère gisait, inconsciente. Son visage était méconnaissable, je l'ai crue morte sur l'instant. J'ai fourré le revolver dans ma poche et j'ai foncé vers mon chargeur de téléphone. J'ai débranché, composé le 911. Par sécurité, j'ai remis l'arme dans le sac de ma mère pour éviter qu'un agent de la Sûreté du Québec ne m'abatte par erreur. En attendant les secours, j'ai cherché le pouls de ma mère et j'ai eu envie de pleurer. Elle respirait encore. Les secours sont arrivés et l'ont emmenée à l'hôpital de Québec en urgence. Évidemment, je suis resté avec la police. J'ai raconté la scène, l'histoire qui nous précédait, et ils m'ont questionné 100 fois, comme pour être sûr que je n'avais pas changé mon récit. Quand ils ont été satisfaits, ils m'ont laissé partir pour l'hôpital quelques heures plus tard. On m'a ordonné de ne pas quitter la région tant que je n'étais pas officiellement lavé. Ça m'allait. Au fond, un péril avait été enlevé. Ils ont saisi le revolver comme preuve, ce qui m'avait un peu chiffonné. C'était l'arme de service de mon grand-père quand il était à la Sûreté du Québec. Je me suis dit qu'on ne la reverrait jamais. Si c'était le prix à payer pour la sécurité, tant pis. À l'hôpital, on m'a dit que ma mère était au bloc. Le diagnostic préliminaire était brutal. Son visage et sa boîte crânienne étaient fracturés. Le cerveau présentait un gonflement inquiétant. Les médecins craignaient qu'elle perde la vue d'un œil. Malgré tout, j'ai eu un étrange soulagement. Elle était encore en vie. J'ai rejoint mon frère dans la salle d'attente. Il était dans un état de choc absolu. En quelques heures, il avait vécu plus qu'un adulte en une vie. Je l'ai observé un moment. Il fixait la télévision comme si elle allait le sauver, silencieux. Je lui ai murmuré un « désolé ». Je n'étais pas désolé d'avoir tiré, mais d'avoir dû le faire sous ses yeux. Il a réfléchi longuement, puis il m'a dit calmement « Ce n'est rien, il ne valait rien, il a eu ce qu'il méritait. Je l'aimais, mais c'était un monstre. Je ne me sens pas coupable. Maman est en vie grâce à toi. » Je ne m'attendais pas à ces mots. C'était un gamin taciturne, et je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Je l'ai pris dans mes bras, sans savoir quoi dire d'autre. Ma mère est sortie du bloc quelques heures plus tard. Quand on a pu la voir, j'avais tenté de m'endurcir, mais la réalité m'a frappé. Sa main était enflée comme un ballon et recouverte d'un pansement serré, des tuyaux qui sortaient
par endroits. Je suis resté stoïque, mais mon frère s'est effondré en sanglots. On ne devrait pas demander à un enfant de voir ça. Sa mère réduite à une chose fragile et blessée. La semaine qui a suivi a été longue. Garde, attente, aller-retour. L'hôpital nous a autorisés à passer la nuit dans la chambre. J'ai trouvé une chambre à l'auberge routière pour qu'on puisse se laver et dormir dans un vrai lit de temps en temps. Jour après jour, la mère a repris du terrain. Elle a gardé la vision de l'œil atteint. 1 mois plus tard, elle est sortie. Le jour où elle a franchi la porte, j'ai pleuré comme un con. J'avais cru que ça n'arriverait jamais. Pendant qu'elle se remettait, l'enquête a continué. Quelques jours avant sa sortie, j'ai trouvé une petite maison à louer dans une banlieue tranquille de Québec. On avait peut-être trouvé notre nouvelle vie. Et puis le coup de téléphone qui nous a soulagés. Après une enquête exhaustive, les autorités ont jugé que mon tir était justifié. Aux yeux de la loi, j'étais libre. Ce coup de fil est arrivé il y a 15 jours, et je suis encore marqué. J'ai toujours peur qu'un truc vienne déchirer notre fragile paix. Ma mère récupère à vue d'œil. Je travaille à distance. Mes compétences me permettent de garder mon emploi. Mon frère s'est adapté à sa nouvelle école. Il est étonnamment résilient. Un nuage gris traîne au loin. Notre avocat m'a dit que la famille de mon beau-père menaçait de m'attaquer en justice. Il a l'air de penser que ce ne sont que des paroles. Honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait lever les fonds pour une telle bataille. Ce sont des alcooliques et des accros sans espoir, incapables de garder un boulot. Je reste optimiste. Je ne vois rien d'autre à raconter. La situation paraît stable. Notre maison est chaleureuse, le voisinage a été gentil. J'aimerais que tous les endroits du monde ressemblent à ça. Ma mère compte reprendre le travail bientôt. Mon frère s'en sort bien à l'école. Après toutes ces années de souffrance, on a l'impression d'avoir enfin passé le tunnel. L'avenir devrait être lumineux. Mon seul regret, la seule tâche qui ne partira jamais, c'est que l'enfant a dû perdre son père pour qu'on en arrive là, et que c'est moi qui ai appuyé sur la gâchette. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, le goût du métal dans la bouche, les doigts engourdis, encore pleins du bruit du coup de feu. J'entends le fracas du bois quand la porte a sauté, le souffle court de ma mère, les sanglots étouffés de mon frère. Le silence qui a suivi le tir, ce vide assourdissant. Je revis encore et encore la sensation du canon froid dans ma main et la stupeur dans les yeux de cet homme quand il a réalisé que tout était fini. La vie nous a donné une seconde chance, mais tout est taché. La maison est plus sûre, oui, mais parfois, je jure que j'entends des pas dans la nuit, des pas qui ne sont pas les nôtres. Je n'ai plus rien à ajouter. On continue de vivre en bordure d'une paix fragile. Et je garde le revolver enterré quelque part au fond de ma mémoire, là où il ne fera pas plus de mal. Mais parfois, quand je ferme les yeux, je le sens encore peser dans ma poche. J'avais été quelqu'un de tout autre à cette époque. On m'aurait dit « gentil gars », je m'en serais vanté sans mentir. Pas un de ces haineux misogynes, non. J'avais juste faim d'amour. J'en ai encore d'ailleurs, mais j'ai appris depuis quelle route prendre. Peut-être que ce désir venait du fait qu'on m'avait abandonné étant tout petit. Grandir en sachant qu'on n'était pas désiré, ça ronge un gamin. J'ai eu la chance d'être adopté par un couple aimant. Mais les graines du malheur étaient déjà semées et arrosées, comme on dit. L'école s'est passée plutôt bien jusqu'au cégep. J'ai fait l'erreur de tomber amoureux d'une amie.
C'était la première d'une longue série d'amis qui m'ont rangé dans la case « juste amis » et qui n'ont fait qu'enfoncer mon complexe d'infériorité. Après 4 années sans amour au collège de Maisonneuve, tout près de chez moi à Laval, je me suis retrouvé à un carrefour. Abandonner ou continuer d'espérer toucher le jackpot? J'ai choisi de continuer. C'était plus simple. J'ai pris un job en informatique dans un petit prêteur hypothécaire du centre-ville de Montréal. Mes moments libres, je les passais à errer en ligne, à me perdre dans des fantasmes qui me consolaient à peine. Pas grand-chose à vivre, honnêtement. Et puis j'ai rencontré Béatrice, une nouvelle collègue qui a occupé toutes mes pensées pendant les 3 années qui ont suivi. Je n'arrive même pas à trouver les mots pour décrire sa beauté. Son sourire illuminait une pièce, et il m'a foudroyé tout de suite. J'avais peur de l'approcher. J'ai attendu, mais je suis content de l'avoir fait. Pour la première fois, une femme ne me regardait pas avec du mépris. L'espoir a repris place dans ma poitrine. On pouvait peut-être avoir un avenir, non? Il fallait que je sache, coûte que coûte. Elle valait vraiment tout ça, à mes yeux. J'ai tâtonné d'abord, doucement. On ne jette pas les pièces sur l'avenir sans réfléchir. Mes blagues, elle la faisait rire. Peu à peu, elle a laissé entendre qu'une sortie ne la rebuterait pas. Je me suis promis d'aborder le sujet la prochaine fois qu'on serait à la même table. En attendant, je me préparais à l'échec. Je m'étais conditionné. Le jour est arrivé. Elle a accepté mon invitation à souper. J'y ai cru à peine. Après toutes ces années de refus et de solitude, j'allais avoir un rendez-vous. Le soir venu, j'étais une boule de nerfs. J'avais jamais vécu ça. Mes seules références venaient de trucs vus en ligne, des conseils mal digérés. On s'est retrouvés juste après 7 heures au resto de poutine du plateau Mont-Royal qu'on aimait bien. Elle était évidemment magnifique. Rétrospectivement, j'étais peut-être trop négligé, mais je n'avais pas de costume à sortir du placard. J'ai donné la rose que j'avais achetée pour 10 $ canadiens à un vendeur dans la rue, et elle m'a remercié d'un petit baiser sur la joue. Tout allait bien jusque-là. On s'est installé dans un coin tranquille. Ils ont pris nos commandes. Moi, une Molson. Elle, un vin blanc. On a feuilleté le menu. J'ai pris une tourtière. Elle, un sandwich de viande fumée. La discussion a glissé doucement vers nos vies. J'ai appris qu'elle avait fréquenté le cégep, pas loin de chez moi, et qu'elle habitait à 2 rues de ma place à l'époque. Puis, on a abordé les relations passées. Là, c'était dangereux pour moi. Quand j'ai dit que je n'avais jamais eu de petite amie, son visage s'est assombri d'inquiétude. Ça m'a troublé, mais j'ai changé de cap vers des sujets où je me sentais moins fragile. Le reste de la soirée s'est bien passé à mes yeux. La bouffe était bonne et elle riait souvent. Vers la fin, j'étais tendu comme une corde. J'avais entendu que la suite d'une relation se décidait à la fin du premier rendez-vous, et je voulais que tout se passe bien. J'ai failli laisser passer le moment, mais j'ai évité la gaffe. Premier baiser à 26 ans. J'aurais aimé que ça arrive plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Si j'étais mort sur le coup, j'aurais été heureux. Rien ne pouvait mal tourner, pensais-je. Pas comme ça. Le lundi suivant, tout a changé. Elle m'a ignoré comme si j'étais invisible. Pas un bonjour, plus de sourires. J'ai bégayé, perdu. À l'heure du dîner, j'ai rationalisé. Elle voulait peut-être rester professionnelle au travail. Ça me convenait. J'ai attendu qu'on parte tous pour l'aborder. Je me suis approché calmement. J'ai posé mon bras autour de sa taille. Elle a sursauté, s'est reculée et s'est retournée. Son expression m'a glacé le sang. Je me suis excusé,
lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle est restée froide, laconique. Une collègue était là. J'ai senti qu'elle ne voulait pas s'étaler devant les autres, donc je l'ai laissée. Je me suis dit que je pourrais la joindre plus tard, quand elle serait seule. J'ignorais encore à quel point tout allait basculer. Quelques heures plus tard, je lui ai envoyé un court message pour lui dire combien j'avais aimé la soirée et que j'attendais une prochaine sortie. Elle a répondu tard, et son texto m'a frappé fort. Elle a commencé par mon prénom, puis a dit « Je n'ai jamais voulu te donner l'impression que je cherchais une relation permanente. Ne te méprends pas. J'ai aimé notre soirée. Mais tu as encore tellement à vivre avant de te lier à une seule personne. Tu es un bon gars. Je ne crois juste pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. J'espère qu'on pourra rester amis. » J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. J'avais cru avoir tout fait bien. Une femme pareille ne voudrait pas d'un pauvre puceau comme moi, me suis-je dit. Ces pensées revenaient, en boucle, mais quelque chose était différent. J'avais goûté à ce qu'avaient les autres, et je n'étais pas prêt à laisser tomber si vite. Alors j'ai observé, de loin d'abord, puis de plus en plus près. J'ai décidé que je n'allais pas lâcher si facilement. C'était, pour moi, la cause de toutes mes défaites précédentes. J'ai cherché tous les prétextes pour être près d'elle. Avec le temps, elle s'est habituée à ma présence. Elle a recommencé à rire à mes blagues comme avant, et son sourire est revenu. Chaque jour, ma confiance en mon plan grandissait. Mais ce n'était pas encore le moment d'agir. Il fallait que tout soit parfait, 100% parfait. Jusqu'à une certaine étape, j'agissais comme quelqu'un de normal. Puis je me suis retrouvé seul, avec mes pensées trop longtemps, et j'ai glissé. Les choses ont dégénéré. Au début, c'était occasionnel, presque anodin. Mais ma vie vide m'a poussé à regarder de plus en plus sa maison. Qu'il pleuve, qu'il vente, j'étais là. Au début, je n'avais pas d'idée vraiment arrêtée, juste un moyen de me sentir plus proche d'elle. Les rares regards volés par une fenêtre me suffisaient. Mais vite, j'ai monté une stratégie pour m'assurer qu'elle serait à moi pour toujours. Les mois ont traîné. J'ai appris tout d'elle, tous ses gestes, toutes ses routines, des informations que je me suis dit utiles pour l'avenir. Dans les moments de silence, nombreux, j'avalais des livres sur la séduction, la confiance, la virilité. J'ai appliqué chaque bribe à ma vie. Paradoxalement, ça m'a rendu meilleur en apparence. J'ai accompli des choses. Mais j'étais sur un mauvais chemin. Il est venu un temps où être à distance n'était plus suffisant. Si je voulais connaître vraiment ce qui se passait, il fallait que je me rapproche. Une nuit, pendant qu'elle était sortie, je me suis faufilé dans son arrière-cour et j'ai percé un petit trou dans le mur de sa chambre, à peine l'épaisseur d'$0,25. J'y ai glissé une micro-caméra. De toutes mes conneries jusqu'alors, c'était la pire pour ma santé mentale. J'ai vu des choses qui n'étaient pas faites pour mes yeux. C'est à ce moment que ma prise sur la réalité a commencé à lâcher. En perçant, j'avais découvert un coin de forêt tout près de sa maison, dans Rosemont, la petite patrie. Je m'y suis installé comme observateur. Quand le temps le permettait, j'utilisais le couvert des arbres pour surveiller sans être vu. Bonus, le signal sans fil passait mieux. Je voyais maintenant chaque mouvement, en direct. J'enregistrais et je regardais encore et encore. J'avais entendu dire qu'elle sortait parfois, mais je me disais que ces hommes n'étaient que des passants. Une fois avec moi, ce serait fini. Mais le vrai test est arrivé le jour où elle a ramené un homme chez elle, pour la première fois. Assis loin dans ma voiture, je ne voyais rien de l'intérieur.
Cette frustration m'a poussé à installer la caméra dans sa chambre. Quand j'ai enfin pu voir, j'ai ressenti à la fois du dégoût et une excitation malsaine. À chaque rencontre, je la regardais, captivé. Au fil du temps, c'était son partenaire qui explorait et caressait son corps. Et chaque fois que la scène se terminait, une honte énorme me noyait. Bizarrement, j'ai commencé à attendre ces occasions. L'humiliation répétée m'a rongé sans que je m'en aperçoive. Ma vision de Béatrice est devenue tordue. De l'idole, elle est devenue objet d'obsession et de mépris. J'ai commencé à me tenir à l'écart au travail. La femme que j'avais adorée m'inspirait maintenant du dégoût. Mais j'avais trop creusé la pente pour rebrousser chemin. Je vais passer les détails de la lente descente et sauter jusqu'à la chute. J'avais pratiqué mon voyeurisme plus d'une année quand Béatrice a commencé à fréquenter François. Il travaillait comme programmeur dans une boîte du quartier latin. Tout ce que je n'étais pas, grand, beau, qui réussissait. Au début, je l'ai mis à la poubelle, comme tous les autres. Puis quelque chose a changé. Une aventure est devenue une vraie relation. Il y a eu tant de nuits où elle a passé la soirée chez lui. Moi, j'étais cloîtré à ruminer ma bile. Les soirs où elle était absente, je pleurais en écoutant la façon tendre dont ils se parlaient sur les enregistrements. Ça aurait dû être moi, allongé à côté d'elle, parlant de nos rêves, nos corps enlacés. Mon obsession avait bouffé chaque heure de veille. Le travail a déraillé et ma dernière attache familiale s'est effritée. Les fêtes, comme Noël, n'étaient plus que des corvées. Je dormais parfois avec les mêmes vêtements pendant des jours. Mon hygiène a sombré si bas que personne ne voulait s'approcher. Ça n'a fait que confirmer ma vision misanthrope. La santé, surtout, est devenue un cauchemar. Je mangeais très peu. Mon corps utilisait tout pour tenir. Si je me souviens bien, j'étais tombé à 135 livres quand la police m'a arrêté. Terrifiant, surtout quand on considère ma taille. La faim et la fatigue avaient creusé mon visage. Le jour où tout s'est effondré, j'avais déjà placé 3 autres caméras dans sa maison pendant leurs vacances d'une semaine aux Bermudes. Je m'étais servi de cette semaine pour les installer. Entrer avait été facile. J'ai positionné les appareils de façon presque invisible. J'ai emporté quelques souvenirs et je me suis même permis une courte sieste dans son lit. L'odeur de son shampoing sur l'oreiller m'a presque fait perdre la tête. J'ai sangloté en le serrant contre moi. J'ai senti que mon temps avec elle pouvait se terminer, par ma main ou parce qu'on me découvrait. Tout devait s'arrêter tôt ou tard. La scène finale s'est déroulée un après-midi calme. J'avais somnolé dans ma voiture à un pâté de maison. Peu d'agitation. François est entré comme d'habitude. Béatrice l'a accueilli dans l'entrée. Ils se sont embrassés. J'étais habitué à ses gestes. Je ne réagissais plus. Puis soudain, François s'est mis à genoux. Je me suis redressé d'un bond. J'ai d'abord cru qu'il agenouillait pour attacher une chaussure, mais tout dans la scène disait autre chose. Sa main a volé à sa bouche, surprise. Les larmes ont jailli sur son visage. Je les ai vues nettes à travers la caméra. François a sorti une boîte, l'a ouverte, et un diamant énorme a scintillé. Les mots « Veux-tu m'épouser ? Sois ma femme, tant que tous deux vivront » ont traversé l'air. Mes nerfs se sont tendus comme un fil prêt à se rompre. J'ai regardé, attendant sa réponse avec une haine glacée. Ils ne se connaissaient pas si longtemps. 1 année et demie peut-être. Ce n'était pas assez pour apprendre quelqu'un, me disais-je. Moi, je l'avais connu bien plus longtemps. Personne ne pouvait l'aimer autant que moi. Sauf que non, elle a dit oui. Oui, mon Dieu, oui.
Sa voix a frappé ma poitrine comme un marteau. Mon souffle a été arraché. Mon cœur a battu si fort que j'entendais un tambour dans mes oreilles. La haine a bouilli et a débordé. J'étais déjà à mi-chemin vers la porte sans m'en rendre compte. J'ai fracassé la porte et je me suis jeté sur François avant qu'il comprenne quoi que ce soit. Mes mains se sont refermées sur sa gorge comme des pinces d'acier, serrant de plus en plus. Des jurons incompréhensibles ont craché hors de ma bouche, mêlés à des gerbes d'amertume et de sang. Le goût du cuivre a envahi ma bouche quand j'ai serré les dents. Ma vision s'est assombrie sur les bords. C'est ce qu'on appelle certainement la vision en tunnel. J'ai senti un plaisir brutal à sentir les muscles de son cou lâcher. Son visage est passé du rouge vif à un bleu mort, puis à un violet sombre. Et puis, comme une claque, un sanglot a percé le fracas qui me remplissait la tête. J'ai d'abord cru que c'était moi qui sanglotais, mais mes joues étaient sèches. J'ai essayé d'ignorer ce bruit, puis quelque chose en moi a exigé que je l'entende. J'ai cédé, et j'ai réalisé d'où venait l'appel. C'était elle. « Arrête! Pourquoi tu fais ça? Je l'aime. Arrête! Ne fais pas ça. » Ces mots m'ont traversé comme un coup de poignard. J'ai lâché prise. J'ai tourné la tête vers elle. Son visage, jadis pâle et parfait, était maintenant rouge et gonflé. Ses joues étaient trempées et elle pleurait sans fin. Dans ce clair-obscur, j'ai saisi l'ampleur de mon geste. J'avais infligé la terreur et la douleur à la seule personne qui comptait pour moi. Si j'avais été honnête avec moi-même, pourquoi étais-je là, en train de commettre cet acte? Une vague de honte m'a submergé. J'ai porté mes mains tremblantes à mon visage et j'ai regardé François gisant là, victime de mon obsession tordue, l'homme que je croyais avoir tué. J'ai regardé Béatrice. Ses yeux étaient vides, perdus. Je n'avais jamais voulu ça. Tout ce que j'avais cru vouloir venait de m'échapper pour toujours. J'ai fui la maison avec l'intention de mettre fin à mes jours. La mort m'avait paru sans valeur depuis longtemps. J'ai roulé sans but à travers Montréal, le cœur gros. Finalement, j'ai décidé de me jeter dans le fleuve Saint-Laurent et de me noyer. J'étais à quelques rues, ça serait vite fini. Le monde serait sans doute mieux sans un malade de plus. J'ai tergiversé si longtemps que la Sûreté du Québec a fini par me rattraper. Je n'ai pas résisté. Je me suis rendu. Après, il n'y a pas grand-chose à raconter. On m'a proposé une entente de culpabilité. Je l'ai acceptée. François a survécu à l'attaque et s'est complètement remis. Je lui ai proposé de financer toute thérapie nécessaire. Il a refusé par l'entremise de son avocat. Sans doute mieux ainsi. On veut tous tourner la page. J'ai passé les 4 dernières années en prison, parmi toutes sortes d'autres détenus. Je ne me considère pas au-dessus d'eux. Chacun a ses excuses pour ses crimes, mais au fond, nous ne sommes pas différents. Ce qui compte vraiment, c'est la vie qu'on mène après. En ce moment, j'écris depuis une maison de transition à Hochelaga Maisonneuve et j'espère obtenir bientôt mon propre logement. J'ai réussi à renouer avec quelques personnes du passé et j'ai du travail qui me tient occupé. Ça m'évite de ressasser. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de reprendre une relation amoureuse. J'ai appris énormément sur les hauts et les bas des rencontres. Il vaut peut-être mieux que je reste seul un certain temps. Personne ne sait de quoi il est capable avant d'être poussé dans une situation extrême. Pour l'amour et le rejet, je sais maintenant ce que je peux faire. Et rien ne me terrifie plus que cette vérité. Je garde Léa comme mon premier amour. Ça ne s'est juste pas arrangé. Ça m'a toujours paru injuste, pour nous deux.
j'ai pris la décision d'aller étudier à l'Université de Montréal, à l'autre bout de la province. Et déjà, à cet âge-là, je savais que les amours à distance ne tenaient pas. J'ai été un peu égoïste, sûrement. Je me suis dit qu'elle s'en remettrait. J'ai reporté la conversation jusqu'au dernier moment. Une semaine avant mon départ, je lui ai dit la vérité. Ça n'a pas pris. Je me suis retrouvé à passer la nuit entière à lui expliquer que c'était mieux comme ça, que la page devait se tourner. Rien n'est passé. Ces mots revenaient comme des ratures, toujours les mêmes. Et après ça, tout a commencé à se compliquer. Je suis parti ce vendredi-là, en laissant une partie de moi sur le quai. Les cours m'ont occupé la semaine. J'ai forcé la porte aux rencontres, à la vie en résidence. On se fait des amis facilement quand on partage les murs. Un mois après mon arrivée, j'ai rencontré Stéphanie. Elle était en 2e année, au palier du dessus. On s'est trouvés vite, on s'est mis ensemble presque tout de suite, et c'est précisément à ce moment-là que les lettres ont commencé. Au début, elles étaient des maladroites. Ensuite, elles ont pris une tournure sourde. Je sentais l'encre se refermer autour de mes pensées. Chaque lettre sentait la pluie froide, parfois la terre mouillée. L'enveloppe frottait comme un ongle sur la peau. Une semaine ne passait plus sans qu'une lettre n'attende dans ma boîte. J'ai lu. Parfois j'ai répondu au début. Puis les réponses sont devenues des photocopies d'une colère ancienne. Les phrases revenaient comme des refrains cassés. À Noël, je suis rentré à Trois-Rivières. Elle est apparue sans prévenir sur mon perron. Elle a débarqué comme une nuit qui s'invite sans frapper. Elle n'a pas compris pourquoi je n'ouvrais plus le courrier. Je lui ai parlé encore et encore. C'était fini, fallait avancer. Elle n'a rien entendu. C'était comme hurler à travers un mur de coton. J'ai atteint ma limite. Je lui ai dit d'aller s'en aller et de ne jamais revenir. Je l'ai laissé pleurer sur le perron. La planche a craqué. Ses sanglots ont rebondi contre la porte. Et elle est partie seulement vers 4 heures du matin. Le silence est retombé comme une couverture sale. Ça me convenait. Si être cruel aidait, j'ai été cruel. Je me suis convaincu que, au bout du compte, ça lui ferait du bien. De retour à l'école, je me suis senti libre. Je me suis donné à mes études, à ma coloc, à ma collègue. J'ai cru que le problème était réglé. Mais Léa a monté le ton. Elle a transformé la rancœur en quelque chose de plus direct, de plus froid. Tout a éclaté une nuit dans ma chambre de résidence à l'Université de Montréal. Stéphanie et moi regardions un film, les lumières éteintes, la tasse de café posée sur la table encore tiède. Il y a peut-être eu un peu de caresse, je n'étais pas totalement concentré. Puis, soudain, Stéphanie a hurlé. Son doigt s'est pointé vers la fenêtre. Par une fente des stores, j'ai vu 2 yeux briller dans le noir. Pas d'ombre. 2 yeux qui réfléchissaient la lueur bleue du téléviseur. J'ai senti mon cœur se déchirer. Il a martelé ma poitrine tellement fort que j'ai cru l'entendre dans mes oreilles comme un tambour. J'ai tiré la corde et j'ai relevé les stores. Elle était là, debout, immobile, le visage comme figé dans l'étonnement. Son regard m'a traversé. L'air autour d'elle sentait la neige mouillée et quelque chose d'autre, de plus aigu, un parfum qui piquait la gorge. Je ne l'ai pas regardée. Sans un mot, j'ai appelé les agents de sécurité du campus. Elle s'est enfuie. Ses pas ont claqué sur le gravier. On a entendu des branches racler ses vêtements. Quelques minutes plus tard, elle a été rattrapée par les agents. Je voulais clore l'affaire là, tout de suite. J'avais l'intention de porter plainte, d'obtenir une ordonnance d'éloignement. J'ai poussé Stéphanie à faire pareil. Mais elle a eu une autre idée, plus simple, plus tranchante.
Quand les agents nous ont demandé ce que nous voulions faire, je lui ai passé la décision. J'ai promis de ne rien entreprendre si elle acceptait de partir et de ne jamais revenir, ni me contacter, ni contacter Stéphanie. C'était risqué. Je gardais une petite part de culpabilité pour le départ, une faible lumière qui vacillait. Alors j'ai pris ce risque. Elle a accepté, à contre-cœur. Les agents l'ont laissée partir. J'ai pensé qu'elle n'honorerait pas sa promesse. Pourtant, 9 ans se sont écoulés, sans qu'elle n'ait frappé à ma porte, sans message, sans appel. Une seule lettre de condoléances est arrivée après la mort de mon grand-père. J'ai senti un étrange soulagement quand j'ai lu ces mots polis. Ça passait. J'ai pensé que c'était fini. Mais la vie n'efface rien complètement. Je suis revenu chez mon père pour travailler dans son entreprise, et par instant, je l'ai croisé en ville. On s'est évité, toujours. Le silence entre nous était plus lourd que des mots. On m'a dit qu'elle s'était mariée, qu'elle avait fondé une famille. Je lui ai souhaité, en silence, une longue et heureuse union. J'ai voulu croire qu'elle avait tourné la page. Et pourtant, parfois, quand la nuit tombe et que la ville ferme ses yeux, je sens encore cette présence. Parfois, je crois percevoir l'odeur froide de la neige sur le trottoir, comme si elle passait à côté de moi sans que je la voie. Parfois, je surprends un battement irrégulier contre ma tempe, le même battement que la nuit où j'ai relevé les stores. Et je me rappelle que la promesse qu'elle a faite ne tenait peut-être que le temps d'une main qui se retire. Je ne l'ai plus revue, mais je sais écouter les petits bruits qui habitent ma vie. Je sais quand quelque chose me fixe depuis l'ombre. Et ça ne me laisse jamais vraiment tranquille. Je vous le dis tout bas, comme si la lumière pouvait nous trahir. L'année qui vient de s'écouler m'a plongé dans un enfer que rien au cinéma ne pourra rendre. Ça a été un cauchemar éveillé, sans fin, et ça a commencé de façon anodine. Je sortais d'une longue relation. Je ne cherchais rien de sérieux. J'ai eu envie d'essayer une appli de rencontre. Ça n'a pas mis beaucoup de temps avant que je trouve quelques personnes intéressantes. J'ai choisi celle qui m'attirait le plus, et on a convenu de se voir 1 semaine plus tard. Le premier rendez-vous s'est déroulé comme dans un rêve maladroit. On a ri, on a parlé jusqu'à ce que la nuit nous pousse dehors. Le 2e, le 3e ont suivi. On se revoyait régulièrement. Le 4e rendez-vous, ça a basculé. Ce soir-là, tout avait cette foutue intensité qui vous tire vers le bord. Les verres avaient chauffé nos mains, la musique vibrait dans mes os, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ça pouvait devenir autre chose, malgré moi. En partant, je l'ai invitée chez moi pour boire un dernier verre. Elle a accepté. Les choses ont rapidement chauffé, vous voyez le genre. On était à 2 doigts de passer à l'acte quand elle a craqué. Je suis resté figé. Jusqu'à cet instant-là, elle avait été réceptive, douce. Je ne suis pas du genre agressif. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit qu'elle avait été agressée par un ex, que c'était arrivé il y a plusieurs années, qu'elle croyait l'avoir dépassé. J'ai eu de la peine pour elle. J'ai eu aussi, honteusement, une pointe de frustration. Elle s'est levée, s'est rhabillée en vitesse. Sa respiration était saccadée. Le parfum de son rouge à lèvres flottait encore dans l'air. J'ai appelé un taxi pour elle. Elle est partie. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai pesé le pour et le contre jusqu'à l'aube. Au matin, j'ai pris une décision. Mettre fin à cette histoire. Certains me traiteront de cruel. Peut-être l'ai-je été. Mais je ne voyais pas d'autre voie. Je n'allais pas attendre qu'elle soit prête
et je n'allais pas la pousser. Je lui ai écrit, en restant le plus attentionné possible. Je lui ai expliqué que j'avais l'impression qu'on avait été précipité, que je ne voulais pas m'engager si vite. Elle a été peinée, c'est tout. Pas de colère explosive. On s'est dit au revoir, poliment, et c'est normalement là que tout se serait arrêté. J'ai pris 1 mois loin des applis, loin de tout, puis je suis reparti en arrière. J'ai matché, pardon, je suis tombé sur une étudiante en maîtrise, belle et légère, juste ce qu'il me fallait. On s'est retrouvés pour un verre, on s'est plu. Je suis rentré chez moi, le sourire aux lèvres, la poitrine légère. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. Un voisin m'a appelé, essoufflé, presque paniqué. Il m'a dit qu'il avait vu des tracts collés partout dans le quartier, dans le plateau Mont-Royal. Des tracts jaunes vifs. Des tracts où on m'accusait d'être un prédateur. Je suis parti en rire. J'ai ri nerveusement. Mais il a insisté. Quelques minutes plus tard, il a frappé à ma porte avec ce papier entre les doigts. Le papier froissé puait le col et la colère. Là, sous mes yeux, il était écrit que, la nuit du vendredi 19 novembre 2021, j'aurais invité une certaine personne à dîner, qu'après plusieurs verres de vin, elle aurait été incapable de consentir, que j'aurais essayé de la forcer, et qu'à mon refus, elle aurait été jetée sur le trottoir. Le tract appelait les femmes du voisinage à se méfier de ce soi-disant monstre manipulateur. Mon sang s'est glacé. J'ai senti le goût métallique du mépris dans ma bouche. Le voisin m'a regardé, les yeux d'un homme qui veut croire le pire. Sa question, simple. Est-ce vrai? Quand on me pose une question comme ça, on suppose déjà la réponse. J'ai tenté de me défendre. J'ai dit que c'était faux. Il ne m'a pas cru. Alors je me suis dit qu'il fallait agir. J'ai passé la journée à arracher ces fichus tracts des poteaux, des panneaux d'affichage, des entrées d'immeubles. Les doigts couverts de colle, le cœur qui tambourinait, j'en ai compté plus de 200. Plus de 200 papiers jetés au vent, comme des feuilles mortes clamant mon nom. Je ne suis pas sûr d'en avoir trouvé tous les exemplaires. Peu après, on m'a banni de l'appli de rencontre. Une plainte avait été déposée. Ma vie a commencé à se déliter. J'ai paniqué. J'ai commis l'erreur qui a tout déclenché. J'ai envoyé un message à cette femme. Je l'ai confrontée. Ne faites pas ça. Ne répondez jamais. Elle m'a répondu qu'elle retirerait ses accusations si je venais la voir. J'y suis allé, comme un imbécile. Sa maison à Laval était plus sombre que je ne m'y attendais. On s'est assis à sa table de cuisine. Elle a expliqué sa douleur. Elle a trempé ses mots dans le vin. Le rouge coulait comme des promesses. Je n'avais aucune envie d'entendre sa version, mais j'ai accepté de l'écouter pour sauver ma réputation. Autour d'elle, l'air sentait la naphtaline et le verre cassé. Elle avait déjà bu. Le bruit régulier du cadran d'une horloge emplissait les silences. Au bout d'1 heure, tout semblait réglé. J'ai commencé à me lever. Elle s'est approchée, très près. Ses gestes étaient trop directs, trop calculés. Elle m'a fait des avances, évidentes, cruelles. J'ai repensé à la panique de notre 4e rendez-vous. J'ai reculé. Elle a sifflé, satisfaite, et s'est dirigée vers la cuisine. J'ai pensé qu'elle allait chercher une autre bouteille et que c'était le moment de partir discrètement. Je me suis penché pour enfiler ma veste. Un bruit sec, un craquement m'a fendu l'oreille, comme du cristal qui se brise. Un mouvement, un hurlement aigu. Elle a surgi, un tesson de verre sale dans la main. L'odeur du vin renversé est montée, piquante. Elle m'a planté le tesson dans la chair. La douleur a été une explosion, chaude, bruyante.
J'ai senti le liquide rouge me couler entre les doigts. Elle a retiré le morceau de verre avec la même sauvagerie, et elle a grogné, pas comme une femme, comme un animal blessé. Je suis resté paralysé un instant, incapable de réagir, la respiration brûlante. Puis elle a bondi de nouveau. J'ai réussi à esquiver. J'ai couru. Elle m'a poursuivi jusqu'à ma voiture, a frappé contre le capot pendant que je démarrais. Le bruit des coups m'a vrillé le crâne. J'ai foncé vers l'hôpital du Sacré-Cœur, le moteur hurlant, la radio noyée par les sirènes imaginaires dans ma tête. En conduisant, j'ai appelé le 911. J'ai dit où je me trouvais. J'ai supplié presque. J'ai dit aussi que si la police voulait me trouver, je serais à l'hôpital. Les policiers sont arrivés alors qu'on me soignait. La lame n'avait pas touché d'organe vital, on m'a dit. J'ai eu de la chance. Ils m'ont dit qu'elle avait été arrêtée. J'ai cru m'effondrer de soulagement. Puis j'ai appris autre chose. Elle avait déjà été condamnée pour harcèlement et une agression dans le passé. La nouvelle m'a glacé. J'ai pensé que c'était peut-être un pattern, que ça collait, tout compte fait. Le lundi suivant, elle a obtenu sa mise en liberté sous caution. Elle est sortie, comme si de rien n'était, prête à dîner le soir même. J'ai fondu de colère. J'ai hurlé au procureur adjoint comme si ça allait changer quelque chose. La suite a été un long cauchemar administratif. Mois d'audience, offre de négociation rejetée, elle refusant tout arrangement, persuadée qu'un jury l'innocenterait. Moi, je sombrais. Je la voyais partout. Au bureau, j'étais absent. Dans mes rêves, elle me visait. Pendant la sélection du jury, elle n'était pas présente. Ce n'était pas illégal, mais ça sonnait faux. Quand le procès a réellement commencé, l'avocat a avoué qu'il avait perdu contact avec sa cliente depuis plusieurs semaines. Là, la peur a changé d'échelle. Aujourd'hui, en écrivant, nous sommes le 28 octobre, et elle est portée disparue depuis presque 2 mois. Je tourne en rond. J'imagine des scénarios. Peut-être qu'elle a fui de son plein gré. Peut-être qu'elle se cache quelque part au bout du monde en se faisant toute petite. Mais mon instinct me dit autre chose. C'est une femme brillante, ambitieuse. C'est d'ailleurs ce qui m'avait attiré. J'ai l'intuition, la certitude presque, qu'elle possède les moyens et la volonté de se venger. Pas seulement de me tuer d'un coup. Non. Elle est capable d'étirer la peur, d'en faire un supplice prolongé. Je vis avec l'idée que chaque ombre peut être elle, que chaque pas derrière moi est son pas, que le silence peut être son arme. J'ai demandé à mon avocat de garder une copie de mon récit. J'ai mis ma version partout, à la portée des gens, parce que j'ai peur. Si jamais je disparais, je veux qu'on sache. Je sais que j'ai peut-être paru insensible parfois. J'ai peut-être mal agi. Je m'en fous. Je veux juste que la vérité que je porte soit accessible. Je pense que la Sûreté du Québec finira par la rattraper. Peut-être. Mais j'ai peur qu'il soit déjà trop tard pour moi. Alors, si vous apprenez, à la radio ou dans un journal, la mort ou la disparition d'un avocat anonyme à Montréal, rappelez-vous de ces lignes. Souvenez-vous que, parfois, le monstre porte un visage charmant et une robe, et qu'il sait faire sourire avant de dégainer. Mon cœur bat toujours trop vite en écrivant ça. Il y a encore l'odeur du vin, le goût du fer, et la sensation d'être épié dans mon propre appartement. Je vous le dis une dernière fois, tout bas. Si je meurs ou si je disparais, cherchez ce que j'ai écrit. Cherchez la vérité.